Merci pour votre invitation et merci de me donner la parole et d'avoir accepté ce titre un peu provocateur, je le reconnais volontiers. Alors cette expression de monstre juridique, en fait, je n'ai pas inventée, elle est apparue en France au moment du débat qui a conduit en 2005 à l'échec du traité constitutionnel, du traité établissant une constitution pour l'Europe. C'est l'expression de monstre, elle est apparue précisément à cause de cet intitulé, puisqu'il s'agissait d'un traité, donc on se situait dans une logique interétatique, mais d'un traité établissant une constitution qui nous plaçait donc dans une perspective supra-étatique, pas post-étatique, mais déjà supra-étatique. Alors la question a été posée, est-ce que derrière cette contradiction apparente, il y aurait une nouvelle réalité? Et dans ce cas-là, est-ce que cette nouvelle réalité est un monstre juridique ou une espèce nouvelle? Je dirais que les juristes étaient un petit peu partagés entre une sorte d'effroi devant la métamorphose ainsi annoncée et d'attirance, d'attrait par la nouveauté qu'on voyait poindre. D'où une certaine perplexité. Et il est vrai que beaucoup de juristes ont considéré que si l'on s'en tient au modèle traditionnel, eh bien, le dispositif européen ne peut pas être simultanément une constitution et un traité. Il faut choisir, c'est l'un ou l'autre, et sinon c'est monstrueux, et monstrueux dans un sens négatif. Pourtant, l'idée d'hybridation, et c'est un peu la position que je vais défendre en faisant l'éloge du monstre, l'idée d'hybridation, traité, c'est pas traité ou constitution, c'est traité et constitution, pourrait peut-être préfigurer cette nouvelle forme d'organisation politique, ce nouveau récit narratif, qui serait peut-être mieux adapté à l'échelle européenne, et je dirais a fortiori à l'échelle mondiale. Et en ce sens, la nouveauté européenne pourrait aider à penser l'organisation future d'un ordre mondial. Peut-être l'hybridation fonctionnerait mieux à cet égard que le choix binaire traité ou constitution. Cela suppose néanmoins que les choses soient explicites. Or, les traités sont loin d'être explicites. Et le traité de Lisbonne, qui a pris le relais donc, de ce premier projet avorté, le traité de Lisbonne, il est dit traité simplifié. En réalité, il est d'une très grande complexité, parce qu'il se borne à modifier les traités existants, mais du coup, il les superpose. Et il faut faire une lecture extrêmement complexe pour essayer de dégager des lignes directrices. Donc, je dirais que ce traité qui se contente de modifier l'existant, il est peut-être modificateur, mais il est aussi un peu mystificateur. Parce que pour l'essentiel, par rapport au projet antérieur, ce que fait le traité de Lisbonne, c'est de gommer les motifs de discorde. Alors, disparition de toute mention au symbole de l'Union. Le drapeau, l'hymne, la devise. Ça, c'était très visible. Abandon de mots qui font peur. Donc on abandonne le mot constitution, on abandonne le mot ministre européen des Affaires étrangères, et on abandonne même des mots comme loi ou loi cadre, pour s'en tenir au dispositif, à la terminologie existante. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec le principe de primauté du droit de l'Union sur le droit des États, qui est déjà affirmé depuis pas mal d'années par la jurisprudence de la Cour? Eh bien, on va le renvoyer, on ne va pas le valoriser, il est là, on ne peut pas faire autrement, mais on va le renvoyer à une simple déclaration. Ce qui fait que le monstre est moins visible, mais il reste présent dans le processus d'intégration, car on entend à la fois sauvegarder la souveraineté des États membres, et en même temps, on crée une union, on a gardé la formule dans le traité, après le traité de Lisbonne, c'est l'article 1 du traité de l'Union européenne, on a gardé la formule, une union toujours plus étroite entre les peuples de l'Europe. Cela étant, en même temps qu'on garde la formule d'une union toujours plus étroite, on admet dans le traité de Lisbonne, par une déclaration ajoutée, ces formules
les déclarations ajoutées ne facilitent pas la lecture, on admet la réversibilité des transferts de compétences à l'Union européenne. Donc, une diminution des compétences qui n'étaient pas envisagées jusque-là devient possible. Alors, mon propos se tiendra en deux temps. Je voudrais d'abord faire ce que j'appellerais l'autopsie du monstre, c'est-à-dire analyser les particularités de cette construction étrange que nous avons devant les yeux, les analyser, pas forcément pour les combattre, mais aussi pour apprendre à s'en servir. Apprendre, alors c'est ce que je traiterai dans un deuxième temps, apprendre le bon usage des monstres, car il ne s'agit pas de faire une apologie d'une imagination débridée ou extravagante, mais de ce qui pourrait être une imagination maîtrisée, encadrée par une certaine rigueur. Donc c'est ça que j'appellerais le bon usage des monstres. Mais d'abord l'autopsie du monstre européen. Alors, je dirais il y a deux choses qui caractérisent ce caractère monstrueux de l'Europe. C'est d'une part le problème des logiques, la contradiction entre la logique interétatique du traité qui reste présente malgré la suppression des mots, et la logique supraétatique de la Constitution. Ce qui reste présent, c'est la dualité des logiques, donc une sorte de monstre d'abord en termes de contradiction logique. Alors si on essaye de faire l'inventaire des dispositions, des principales dispositions qu'on trouve actuellement dans les traités européens, il faut mettre le pluriel puisqu'on superpose les différents textes. Je dirais qu'il y a d'un côté des emprunts visibles, et peut-être plus visibles qu'auparavant, à la logique interétatique du traité, et il y a en même temps une présence qui n'a pas disparu de la logique constitutionnelle. Du côté de la logique interétatique, je cite simplement quelques exemples pour être un peu plus précise, il n'y a pas de compétence générale de l'Union. Même si le mode d'attribution semble favoriser l'Union européenne par le jeu de beaucoup de compétences exclusives ou partagées, il n'y a pas une compétence générale de l'Union. Ça veut dire qu'on reste dans un domaine interétatique. Les coopérations et la règle de l'unanimité gardent une importante place. Deuxième aspect. Troisième aspect, on a maintenu un domaine national réservé. Enfin, l'aspect peut-être le plus important dans ces emprunts à la logique interétatique, c'est la possibilité d'un retrait volontaire qui n'était pas prévu par les traités fondateurs et qui se trouve maintenant dans l'article 50 du traité de l'Union. Et puis, c'est accompagné d'un droit nouveau, très important, reconnu aux parlements nationaux. Alors, en termes de réflexion sur la démocratie, je crois que c'est aussi un élément important. Possibilité pour les parlements nationaux de saisir la Cour en cas de violation du principe de subsidiarité, c'est-à-dire si l'Union a excédé ses compétences. Autrement dit, on ajoute un contrôle politique au contrôle juridictionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que le traité de Lisbonne allonge à 8 semaines le délai pendant lequel les parlements peuvent étudier la conformité d'un texte au principe de subsidiarité. Et puis, le traité de Lisbonne institue ce qu'on a appelé quelquefois un carton jaune. Un carton jaune ou un quasi-veto par lequel cette procédure des parlements nationaux peut conduire à stopper l'examen d'un texte en cas d'avis motivé sur le non-respect du principe de subsidiarité. Donc, on a au fond cette idée qui avait été écartée par le projet antérieur de mettre en place un dispositif qui permet aux parlements nationaux de contribuer au blocage d'un acte législatif en préparation. C'est en quelque sorte reconnaître que le contrôle de subsidiarité, ce n'est pas seulement la Cour de justice, ce sont les États qui peuvent, à travers leur Parlement, l'exercer. Il y a pourtant des emprunts à l'autre logique, la logique constitutionnelle. Tous ne sont pas abandonnés. Donc une logique qui n'est plus interne mais supra-étatique est consolidée par plusieurs voies. D'abord, les compétences de la Cour de justice sont renforcées.
Et ça, c'est un point important dans une logique supra-étatique. Ensuite, l'octroi de la personnalité juridique est étendu de la communauté à l'Union, ce qui permet de dissiper les doutes quant à la capacité d'action internationale de l'Union, notamment pour conclure des accords, comme par exemple, qui est directement envisagé, l'adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et puis, il faut signaler aussi, ça c'était déjà dans le projet de traité constitutionnel, c'est le droit d'initiative populaire. Et ça, c'est très important par rapport à la réflexion que j'ai entendue en introduction. Le droit d'initiative populaire qui permet à au moins 1 million de citoyens originaires d'un certain nombre d'États, environ plus d'un tiers, de demander à la Commission de soumettre, alors ce n'est pas directement d'élaborer un texte, mais demander à la Commission de soumettre une proposition d'acte juridique sur un sujet relevant de sa compétence. Donc là, ça donne peut-être, et c'est trop tôt pour juger de l'impact sur une sorte de vision plus proche des citoyens du droit européen, mais en tout cas, c'est une voie qu'il va être intéressant d'examiner dans son fonctionnement, dans sa réalité. Et puis, toujours dans les emprunts à la figure constitutionnelle, je citerai la place maintenant de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La charte, vous savez, elle remonte à 2000, au traité de Nice, mais elle acquiert avec le traité de Lisbonne une pleine valeur juridique. Et elle va dès lors s'imposer aux États, sauf ceux qui ont adopté une clause dérogatoire, comme le Royaume-Uni et la Pologne. Mais à part les clauses dérogatoires, la charte s'impose aux États lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, ce qui accentue, je dirais, le rôle quasi-constitutionnel de la Cour de justice. Et ça, bien au-delà du contrôle des compétences. J'ajoute toujours dans la liste de ce qui relève d'une logique constitutionnelle les valeurs de l'Union qui sont élaborées. Alors, c'est un peu compliqué. Elle figure à l'article 2 du traité de l'Union, mais qui donne deux listes des valeurs de l'Union. J'y reviendrai tout à l'heure. Une liste qui peut être invoquée en cas de violation et une liste qui fonctionne un peu comme l'indication d'objectifs communs plus que de valeurs communes. Mais en tout cas, il y a cette notion d'énumération des valeurs de l'Union à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, et j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, le point important dans une logique supra-étatique, c'est la primauté du droit communautaire. Alors cette primauté, je vous le disais tout à l'heure, elle n'a pas pu être supprimée parce qu'elle fait partie inhérente de la construction européenne, mais elle est mentionnée dans une simple déclaration. Cela étant, même si cette déclaration se limite à rappeler la jurisprudence existante, il s'agit bien, si on veut appeler les choses par leur nom, d'un principe de hiérarchie à caractère supra-étatique. Alors le problème, c'est que ces contradictions entre deux logiques différentes, au lieu d'être explicitées, elles sont livrées à l'état brut et elles affaiblissent, je pense, la compréhension des objectifs qui commandent la légitimité du droit européen. Donc elles renforcent les incohérences d'un système qui n'est pas seulement perçu comme un monstre logique, mais comme je dirais un monstre idéologique, parce qu'on ne voit pas la cohérence d'ensemble. Je me souviens qu'au moment du débat sur le projet de traité constitutionnel, un de nos collègues, Gérard Soulier, avait dit qu'on attendait un grand dépoussiérage idéologique et on espérait que le préambule du traité effectue ce dépoussiérage. En réalité, on a eu quoi? On a eu à l'époque, et on retrouve la même idéologie à l'heure actuelle, une sorte de discours convenu qui réduit le projet européen à des expressions lénifiantes comme l'Europe enfin réunie. Mais les deux guerres mondiales qui ont déchiré l'Europe au XXe siècle, la déchirure ensuite de la guerre froide, sont évoquées de façon très pudique comme une expérience douloureuse qui n'empêchera pas l'Europe d'avancer sur la voie de la civilisation et du progrès. Alors on peut se dire que cette vision un peu aplatie d'une histoire qui est beaucoup plus complexe, d'une histoire qui est violente, qui est faite de fureur, de bruit, n'est pas
de nature à nourrir dans l'imaginaire collectif le sentiment d'appartenance à un projet. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Un projet commun, ça veut dire une cohérence d'ensemble. Et de ce point de vue-là, le traité de Lisbonne a peu amélioré la situation, même si on fait apparaître les valeurs et les objectifs de l'Union. Mais on les fait apparaître comme une sorte de fatras qui ne permet pas de distinguer une véritable cohérence. Comme je vous le disais, les valeurs sont énoncées dans les deux traités qui sont restés superposés l'un à l'autre. Et dans ces deux traités, on a deux préambules. Donc les valeurs, il faut les chercher dans deux préambules différents, auxquels s'ajoute le préambule de la Charte des droits fondamentaux. Parce que le fait d'avoir intégré le texte de la Charte au traité améliore la lisibilité, mais le rôle de boussole de la Charte des droits fondamentaux aurait beaucoup gagné si le préambule de la Charte avait été fondu dans un préambule général. Pour comprendre l'Europe, on aurait besoin d'un préambule général commun aux différentes composantes.